Oh là. Le quorum étant atteint, je vous propose de pouvoir débuter la séance. Je vous rappelle l'organisation de ce soir. Nous avons donc une première partie qui sera dédiée donc, au rapport d'orientation budgétaire et au débat qui s'ensuit. Donc nous allons ouvrir un conseil municipal spécifique, comme le demande la loi, sur ce rapport d'orientation budgétaire. Nous fermerons le conseil pour le réouvrir ensuite pour un deuxième conseil où nous aborderons donc des sujets que nous voterons tous ensemble. Il y a... Bon, on a quelques petits soucis de micro, mais ça va aller. Donc tout d'abord, je vais faire l'appel, si vous le souhaitez. Alors, Béatrice Atou, je suis présente. Jackie Desserre, il va arriver sans doute. Laurence Hutereau. Jean-Claude Ami est absent pour le début de la séance, mais il va nous rejoindre. Ah ben non, il est là. Bon, donc Jean-Claude Ami est présent. Parfait. Corinne Bourrel. Présent. Michel Champy. Ingrid Liénard est absente et donne pouvoir à Monsieur Desserre. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mahmoud Bekkachou est absent et a donné pouvoir à Madame Corbeau. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay. Louis-Jean de Nicolaï. William Derouet. Graziella Gann. Morgane Garot. Anaïs Serrin. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine. Michel Néron. Pascal Renoux. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Ça marche bien quand même, hein. Tout le monde est là, c'est très bien. Je vous remercie. Alors, on a besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le secrétaire ou la secrétaire de séance au dernier conseil? Il semble que c'était Madame Hutereau. Qui souhaite prendre cette... Merci beaucoup, William. Et là, c'est vraiment, vous voyez, spontané. Merci beaucoup, William. Donc, William Derouet sera notre secrétaire de séance. Juste avant de débuter le débat d'orientation budgétaire, je voulais vous faire une information. J'ai souhaité, sur la deuxième partie du conseil, sur le deuxième conseil, je vous proposerai de voter une motion pour la paix et pour l'arrêt des combats dans le cadre du conflit russo-ukrainien. D'accord ? Donc, on le fera tout à l'heure au deuxième conseil. On ne peut pas le faire en même temps que le rapport d'orientation budgétaire. Donc, je vous propose de passer maintenant au rapport d'orientation budgétaire. On ne va pas le lire en détail. Je pense que vous l'avez tous reçu et vous l'avez tous lu avec grand plaisir. On va un petit peu le détailler ensemble et puis ensuite, on passera à la phase débat. Plaisir, non? Oui. Oh, comment ça, pas plaisir? Alors, vous savez que le rapport d'orientation budgétaire existe depuis la loi NOTRe, il est obligatoire. Donc, on vous a mis le contexte national et territorial avec la loi de financement de la sécurité sociale, les exonérations éventuelles aussi sur le foncier bâti, toutes les autres exonérations possibles, notre dotation globale de fonctionnement, l'ensemble des informations qui nous permet d'avoir donc des dotations. Voilà. Et puis ensuite, on passe donc au grand 2, à la situation de la commune nouvelle du Lude. Alors d'abord, on a fait un petit point sur la population. On a repris, bien évidemment, les chiffres de l'INSEE. Au 1er janvier 2022, ce ne sont pas des chiffres qui sont liés à un recensement, hein, ce sont des chiffres estimés. Donc on est aujourd'hui en 2022 avec une estimation à 4197. Ça veut dire que nous avons perdu à peu près 60 habitants depuis 2021. Moi, je peux constater en tout cas qu'au vu des ventes de maisons, etc., je pense qu'il y a des nouveaux habitants qui sont arrivés sur le territoire qui ne sont pas comptabilisés dans cette estimation. Le recensement devra se faire incessamment sous peu, à mon avis, en 2023, sans doute. J'espère qu'à ce moment-là, nous aurons une réelle avancée du nombre de nos habitants. Nous avons quand même, c'est intéressant de noter que nous avons des naissances à hauteur de 19 naissances en 2021 pour 53 décès. Alors on a en 2019 nous étions à 16 naissances, donc on remonte un petit peu, mais c'est loin d'être suffisant. Je lance un appel à la population, faites des enfants. Nous en avons besoin pour nos écoles.
Ensuite, nous avons, donc on vous a mis aussi la population par tranche d'âge pour que vous vous rendiez compte un petit peu entre 2008 et 2018, l'évolution. Nous avons une augmentation des habitants de plus de 60 ans, mais nous savons bien sûr que nous avons aussi une population qui vieillit. Ensuite, on vous a mis donc le nombre de familles et d'enfants par famille, donc au LUD, le nombre de ménages. Et puis les ménages selon la catégorie socio-professionnelle. On voit bien que, et ça correspond à la pyramide des âges, nous avons beaucoup de retraités. Ensuite, nous avons un point sur la dotation globale de fonctionnement qui est un petit peu en diminution entre 2020 et 2021, puisque en 2020, nous avions un total de 881 394 et qu'en 2021, nous avons 855 452. La différence étant une baisse de la dotation forfaitaire, je vous rappelle, qui est calculée au nombre d'habitants. Et puis la dotation de solidarité rurale aussi, et une baisse aussi sur la dotation nationale de péréquation. On sait bien que les budgets des communes, vous savez bien, sont liés au nombre d'habitants dans la commune. Donc si nous perdons quelques habitants, eh bien nous perdons un peu de budget, bien évidemment. Donc ensuite, nous avons un point sur la fiscalité. Voilà, sur la taxe d'habitation qui n'existe plus, sur la taxe foncière bâtie et sur la taxe foncière non bâtie, avec simplement une indication, les taux communaux n'ont pas été modifiés ni à la hausse ni à la baisse, ils sont stables. Pas d'augmentation d'impôt pour la commune du Lude. Ensuite, nous avons le potentiel financier que nous avons mis donc entre 2019 et 2021. C'est un calcul en fait au potentiel financier par habitant et au potentiel financier par habitant en fonction de notre strate. Voilà. Donc vous voyez, nous avons une augmentation aujourd'hui du potentiel financier par habitant. Ensuite, nous avons un point sur le personnel de la commune nouvelle. Nous avons donc en correspondance ETP, puisque vous avez le total des personnels, mais vous avez aussi la correspondance en ETP, c'est-à-dire équivalent temps plein, parce que nous avons aussi des temps partiels. Donc en 2020, nous étions à 66,62 et au 1er janvier 2022, nous sommes à 63,03. Nous avons donc baissé notre masse salariale et nos équivalents temps plein. En nombre de personnel, nous étions à 73 et nous sommes à 68 au 1er janvier 2022. C'est lié à des non-remplacements aussi de départ à la retraite. Nous avons la pyramide des âges donc, de notre collectivité, où nous avons plus de femmes que d'hommes dans la collectivité, ce qui est plutôt logique puisque nous avons des services liés à l'enfance, à l'administration, qui sont souvent plus importants en femmes qu'en hommes. Les hommes sont plus présents sur le service technique. Voilà, nous avons 4 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2021. Nous avons un agent qui a fait valoir sa mutation. Nous avons malheureusement un décès, une agent du périscolaire et de l'entretien qui était contractuelle sur Dissé-sous-Lude et qui est décédée en août 2021. Nous avons 5 agents qui ont fait leur entrée dans la collectivité, 2 par voie de mutation, 1 par voie de détachement et un agent sur le poste de coordinatrice des solidarités et un agent technique à la piscine, un contrat d'apprentissage au service des sports. Nous avons 10 agents qui ont bénéficié d'avancement de grade. Voilà. Ensuite, on vous fait un petit point sur le coût du personnel entre 2019 et 2020. La rémunération totale est en augmentation malgré le fait que nous avons moins d'agents, ce qui est normal puisque les rémunérations augmentent logiquement tous les ans avec le point d'indice et puis l'ancienneté. Voilà, nous avons un point sur les perspectives. Je rappelle que la collectivité mène une politique de ressources humaines pour transmettre des compétences aux plus jeunes et faire découvrir les métiers du service public. Dans ce cadre, l'accent est mis en 2022 sur la volonté d'accueillir 5 volontaires en service civique. L'accent est mis aussi sur l'insertion professionnelle et la lutte pour l'emploi. Nous avons 3 emplois parcours emploi et compétences, les PEC, et 2 contrats d'apprentissage dans la collectivité. Voilà, on vous a mis la mise à disposition du personnel, puisque nous avons quand même un certain nombre d'agents qui sont mis à disposition d'autres collectivités, et en particulier de la collectivité, la communauté de communes Sud-Sarthe.
Nous avons aujourd'hui 6 agents du pôle scolaire qui sont partiellement mis à disposition à la communauté de communes. Voilà. Et donc, on a un forfait de remboursement qui a été voté par le conseil communautaire à 18,50 € de l'heure, sachant que le coût moyen d'un agent ludois est de 19,53 € de l'heure. Voilà, nous avons, vous avez un tableau qui récapitule le scolaire, le CCAS, et puis, donc ça, c'est les mises à disposition. Nous avions aussi un agent administratif mis à disposition d'une autre commune de notre territoire. La formation des agents sur un petit point, et puis ensuite, nous arrivons à la dette du budget principal. Donc, on vous a représenté les annuités des prêts de la collectivité. Donc, vous voyez bien que nous avons des prêts qui se terminent en 2023 ainsi qu'en 2025 et qui baissent l'annuité de remboursement. C'est le montant de remboursement des prêts que la commune verse. La répartition des échéances par prêteur, vous voyez que 80% aujourd'hui sont au Crédit Agricole. Et puis nous avons aussi la Caisse d'épargne, la Caisse des dépôts et le Crédit Mutuel. Oui, monsieur Frison. Une question par rapport à ça. Honnêtement, j'aurais pensé que la Caisse des dépôts était plus intéressante pour les collectivités. Et je suis surpris qu'elle ne pas. En fait, ce sont, comme vous savez, chaque fois qu'on fait un prêt, c'est un marché chez nous, hein, donc on fait un appel. Et le Crédit Agricole, aujourd'hui, répond avec des taux inférieurs. Donc, on vous rappelle que l'annuité de la dette en 2014 était de 415 033 et que nous nous sommes engagés à ne pas dépasser ce montant durant la mandature, c'est-à-dire à la fin de notre mandature, l'objectif étant le même. Et donc, l'annuité 2021 est à 452 876, puisque nous avons des prêts en cours, hein, les bâtiments économiques, etc., qui chargent, mais nous sommes engagés à ce qu'à la fin de notre mandat, c'est-à-dire en 2026, nous soyons au même niveau que lorsque nous sommes arrivés en 2020. Ensuite, on a un point sur le budget principal. On vous explique un petit peu les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Intéressant de se rendre compte qu'en 2021, les charges générales sont à 89%, les charges du personnel sont à 98%, gestion courante 71% et charges réelles financières à 99%. Donc, évidemment, ce n'est pas du budget total, mais des lignes. Globalement, comme toute collectivité, notre charge les plus importantes, ce sont la masse salariale. Nous avons ensuite un point sur la communauté de communes et l'impact sur le budget général, puisque vous vous rappelez qu'avec la communauté de communes, nous avons des versements vers la communauté de communes. Donc, on a versé à partir de 2018 38 855 € sur, alors ça devrait être sur le FPIC là, et donc on arrive à 66 648 en 2021, c'est-à-dire que la somme du FPIC augmente liée à des différents projets que la communauté de communes demande à financer par le FPIC. Par ce fonds. Nous avons ensuite le tableau donc, des attributions de compensation. Donc c'est une somme qui arrive à l'intercommunalité et ensuite on enlève les charges qui sont mutualisées avec l'intercommunalité et ensuite nous touchons le reste. Donc vous voyez que en 2019 nous avions donc les charges ADS. Je rappelle que c'est les charges liées à l'urbanisme, hein, les permis de construire, etc. L'APS, c'est la périscolaire, la voirie et puis l'école de musique. Nous n'avons plus l'école de musique. Vous vous rappelez, l'école de musique, c'était l'équilibrage entre le moment où c'était associatif et c'est devenu intercommunal. On aidait les familles, en fait, pour compenser l'évolution du prix. Maintenant, nous n'aidons plus, tout simplement parce que les élèves de l'époque ne sont plus dans l'école. Voilà. Nous avons donc les recettes de fonctionnement qui sont... vous voyez, entre 2020 et 2021. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant sur ce tableau, intéressant évidemment, mais difficile à lire néanmoins, ce sont les recettes. Donc l'évolution des recettes, il faut savoir par exemple que sur l'Aqualud, nous étions à 44 000 € de recettes en 2019 hors Covid. Nous arrivons en 2021 à 26 000 € de recettes. Et là, le coût, la différence entre les deux, c'est le Covid, hein, le fait que les écoles ne pouvaient plus venir à la piscine, donc ne finançaient plus les lignes, les fermetures obligatoires du confinement, etc., etc.
On a, donc, et d'ailleurs, c'est les entrées publiques. Après, vous avez les scolaires aussi où il y a une chute. Et puis, l'aquagym, qui est un secteur aussi important, hein, qui était à 55 000 en 2019 et qui descend à 18 000 en 2021, lié essentiellement au Covid, bien évidemment. Nous avons ensuite les dépenses de fonctionnement, donc les charges de fonctionnement. Vous avez donc le tableau entre 2020 et 2021. Et puis, nous passons donc au budget annexe du camping. Donc là, c'est pareil, camping qui a subi un petit peu aussi, bien évidemment, le Covid. Donc entre 2019 et 2021, vous pouvez voir les écarts. Nous avons quand même des augmentations de charges parce que, tout simplement, nous avons dû nettoyer beaucoup plus à cause du Covid. Nous avons eu des charges salariales, en fait, hein, pour pouvoir nettoyer et respecter les règles sanitaires, donc ce qui a eu un coût sur les dépenses du camping. Et puis les recettes, vous avez vu qu'en 2019, nous étions à 125 000, et en 2021, nous arrivons à 123 000. Donc on a quand même réussi en 2021 à remonter notre chiffre d'affaires du camping. Donc je remercie tous les agents qui y travaillent et les filles en particulier, parce que dans ce cadre de Covid, c'était pas gagné, mais on a eu quand même beaucoup de Français qui sont venus et qui ont pallié l'absence des étrangers sur le camping. On a la répartition des nuits, c'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, 50% sont sur les emplacements nus, ce qui était beaucoup plus important avant, et qu'aujourd'hui, nous avons les locatifs avec sanitaires qui ont pris beaucoup de place. On se rend compte que, et c'est aussi la crise Covid qui est passée par là, tous nos locatifs sans sanitaire sont très peu loués. Aujourd'hui, les personnes souhaitent être complètement autonomes, en fait, sur leur locatif. Nous avons la répartition des touristes, et là, vous avez la preuve de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que 94% sont français pour la dernière saison, ce qui n'est pas le cas sur les autres années, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, on a les recettes de fonctionnement, et puis vous avez un tableau aussi sur les investissements que nous allons faire sur le camping. L'objectif est de continuer à avoir des locatifs avec sanitaire pour pouvoir augmenter nos recettes, puisque c'est ces locatifs-là qui sont les mieux loués. Et on a refusé parce qu'on n'avait plus de locatifs disponibles. Ensuite, vous avez un point sur le budget de l'annexe, budget annexe de l'eau, avec les annuités, vous avez vu, qui descendent aussi. Hein. Nous avons des prêts qui diminuent avec le temps. Nous avons les éléments prospectifs avec les travaux qui sont envisagés pour 2022. Ensuite, nous avons le budget annexe de Ronsard. Donc là aussi, nous avons des prêts qui vont s'arrêter, dont un en mai 2022 et l'autre en novembre 2024. Ça va venir vite. Et puis, vous avez les charges de fonctionnement qui sont présents. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est les recettes. Donc les recettes du cinéma et de location de l'espace Ronsard, si vous faites une comparaison entre 2019 et 2021, eh bien je vous donne un exemple. 2019, pour les produits de service, on était à 24 883 et en 2021, nous sommes à 7 334. Le Covid est passé par là, nous ne pouvions plus louer nos salles et nous n'avions pas la possibilité non plus de faire du cinéma, ou en tout cas pas beaucoup. Et je tiens à dire ici, devant la population, qu'il ne faut pas hésiter à revenir. Nous avons quand même des très beaux films, une très belle salle, en toute sécurité. Il ne faut pas hésiter à venir parce qu'on a l'impression quand même que les gens sont inquiets et ne reviennent pas aussi nombreux qu'avant Covid. Et on a besoin, bien évidemment, de ces recettes pour faire tourner l'espace Ronsard et le cinéma. En conclusion, nous avons les orientations pour 2022 sur lesquelles nous pouvons discuter aussi ensuite. Donc nous sommes toujours sur le fait de contenir les augmentations liées à la crise tout en espérant la reprise d'un fonctionnement normal au deuxième semestre 2022. C'est sans compter la crise aujourd'hui qui fait que nos charges vont augmenter aussi, puisque nous avons des charges liées au gasoil, à l'électricité, etc. Comme tout un chacun et comme tout habitant, nous subissons aussi les augmentations que nous vivons en ce moment. Poursuivre la réorganisation des services dans une démarche de cohérence entre le besoin de la collectivité et la compétence des agents. Réaliser concrètement des projets différés par le confinement, on a un certain nombre. L'aménagement des bords de Loire qui a pris du temps, les façades de la rue du Bœuf par exemple, qui n'ont pas pu être réalisées à cause du Covid. Poursuivre les investissements pluriannuels, gérer la rénovation de nos bâtiments et la vente de certains biens, continuer à réaménager des espaces non utilisés dans nos bâtiments industriels ou artisanaux, rénover et surtout isoler nos bâtis pour diminuer les coûts des fluides.
Continuer à consolider le budget par la réalisation de travaux prévus dans le plan de revitalisation. Rechercher des pistes pour augmenter les recettes des activités des équipements structurants comme la piscine Ronsard et le camping. Maîtriser nos dépenses, rechercher des pistes d'économie. Prioriser les actions permettant d'améliorer l'attractivité de la commune et l'activité économique, tout en développant de nouveaux quartiers pour augmenter l'habitat de qualité. Ça, c'est une vraie question pour l'avenir. Réaliser une gestion prévisionnelle des emplois avec anticipation des départs à la retraite par la formation, l'évolution interne, etc. Développer les partenariats externes ou avec d'autres collectivités pour développer aussi les recettes ou baisser nos coûts globaux. Donc c'est les mises à disposition, par exemple, d'agents. Développer les recettes d'impôts par l'installation de nouveaux habitants, et non pas par l'augmentation du taux, mais plutôt par le nombre d'habitants qui augmente, et l'augmentation du nombre d'habitants sur la commune nouvelle, et réactualiser des informations foncières, comme on le fait régulièrement. Anticiper l'impact du Covid sur nos budgets futurs. Alors ça, c'est difficile pour nous. Aujourd'hui, je rappelle qu'au 14 mars, il n'y aura plus de masques, etc. Mais néanmoins, on sent quand même qu'il y a encore une remontée un petit peu du Covid parce qu'on se lâche un petit peu. Donc, est-ce que concrètement le Covid va disparaître et nous pouvons refaire comme avant ou pas? Je pense qu'on ne pourra pas refaire comme avant. Donc, il faudra qu'on anticipe sur nos budgets. Et puis anticiper les besoins aussi de nos nouveaux habitants qui arrivent. Consolider nos structures et en particulier les écoles, je tiens à le dire, afin de soutenir nos écoles en développant l'attractivité et l'arrivée de nouvelles familles. Ce n'est qu'en ayant des nouveaux élèves à l'école qu'on peut soutenir nos écoles et les sauver. Donc il faut qu'on travaille aussi sur le fait d'avoir des nouveaux habitants plus jeunes qui font des bébés. Donc je relance un appel, n'hésitez pas à faire des bébés. Et sur ce, maintenant que j'ai fait le point sur ce rapport d'orientation budgétaire, j'ouvre le débat pour pouvoir échanger avec vous. Il doit y avoir un micro qui tourne. C'est bon. Moi, j'aurais quelques remarques à vous faire. Globalement, sur la partie budgétaire, pas grand-chose, parce que je trouve que globalement, la gestion n'est pas la saine. Les remarques sont d'abord sur la page 4, sur les recettes en hausse pour l'année 2022. On peut fortement en douter aujourd'hui, mais le prix du gaz, de l'essence, vont forcément nous impacter, qui vont impacter les engrais, qui vont impacter l'agriculture, le problème du blé. Nous allons avoir nécessairement un effort citoyen à faire tous, parce que certains experts se demandent si on pourra passer l'hiver prochain au niveau de consommation. On ne sait pas où Poutine, jusqu'où la chose de Poutine va aller. En page 1, si vous avez relevé le nombre de décès, je trouve que là, 2020, il y a un gros bond. On peut se demander si c'est un effet Covid ou pas. Alors globalement, si vous regardez sur les trois chiffres, on a une baisse quand même du nombre de décès, et c'est tant mieux, bien évidemment. Ben, on en a eu 67 en 2019, 79 en 2020 et 53 en 2021. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en baisse, mais l'année 2020 a été un choc et je n'ai pas de retour sur le fait que le Covid soit vraiment la raison pour laquelle nous avons des décès. Par contre, je pense que l'isolement, le fait que des personnes âgées soient seules, soient parfois mal soignées par des reports d'opérations, etc., ont pu amener cette augmentation de décès. Je ne sais pas si c'est le Covid, la maladie, qui a augmenté le nombre de décès, parce que je n'ai pas eu beaucoup de retours sur des personnes décédées du Covid, mais par contre, les conséquences autour du Covid, de l'isolement, du manque de soins, etc., je pense, a fait cette augmentation. Après, sur les pages 12 et 13, j'ai bien entendu que vous étiez pensiez qu'il y avait la vente d'immeubles Covid, ça portait pas mal, mais quand on voit aujourd'hui la courbe de la population, c'est quand même très inquiétant. Il y a quand même beaucoup plus de personnes de plus de 60 ans qui sont majoritaires par rapport aux jeunes, c'est très inquiétant. Et dans la population en âge majeur, plus de 45% de retraités. C'est énorme, c'est inquiétant. Comment qui c'est qui va payer ses retraites là, quoi? C'est une manière globale, mais notre commune est particulièrement une commune de personnes âgées. Ça fait quelques années que nous avons une population vieillissante, puis je rappelle que grâce aussi quand même à la santé et la prise en charge, nous vieillissons plus longtemps aussi, donc nous vivons plus longtemps. Et une remarque en page 16 sur le personnel, vous notez une baisse du personnel en 1er janvier, mais tout à l'heure on va voter
le poste. Un poste. Enfin, je vous expliquerai, mais c'est un seul poste en fait. Et en fait, ces chiffres sont basés sur l'effectif au 1er janvier. Oui. Et ça ne tient pas compte des embauches qu'on va faire dans l'année. Il devrait y avoir, je trouve, une péréquation sur l'année avec tous les remplacements qu'il y a dans l'année. Ce chiffre qui peut être, je ne dis pas falsifié, mais comment dire, à modérer, à moduler en fonction des gens qu'on va embaucher en métier, par exemple. Alors non, parce que dans les chiffres-là, nous avons aussi les contractuels qui sont anticipés. Mais par contre, nous avons une politique de gestion des ressources humaines qui fait qu'en fait, nous sommes projetés jusqu'à la fin du mandat et nous sommes projetés sur une stabilité des effectifs. Donc en fait, lorsque ça, là tout à l'heure, on va le voir ensemble, on va voter 2 postes. Pourquoi? Parce qu'on a une personne qui s'en va. Et donc, on va voter le poste de la personne qui s'en va. Donc en fait, on va pas voter 2 postes, on va voter un seul poste. Et c'est un complément, l'objectif étant, mais on en parlera tout à l'heure, de développer nos actions culturelles et nos recettes. Mais au demeurant, la politique, et je l'ai mis dans l'objectif du DOB, c'est d'avoir une politique de ressources humaines resserrée, parce que de toute manière, même à effectif constant, notre masse salariale augmente, ce qui est normal, puisqu'il y a l'augmentation des salaires et l'augmentation aussi des personnes qui, par ancienneté, voient leur salaire augmenter. Donc, non, la gestion des ressources humaines est assez stricte, même si nous avons recruté aussi des personnes avec... quand par exemple, là on parle bien des temps pleins par rapport au nombre d'agents, puisqu'on peut recruter 2 ou 3 agents par exemple qui font du temps partiel, hein, donc ça fait 3 agents, mais en fait au final ça peut faire qu'un plein temps. Donc le coût financier n'est que sur le plein temps et non pas sur le nombre de personnes. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure sur ces 2 postes. Sachez qu'en tout cas, nous préférons la qualité à la quantité en termes d'agents et donc nous essayons en tout cas de recruter des gens avec des compétences aujourd'hui qui nous permettent de ne pas augmenter la masse salariale de façon importante. Mais il faut quand même entendre que nous avons dû embaucher ces 2 dernières années des contrats supplémentaires pour gérer le ménage, pour gérer la désinfection, etc. de tous nos sites. Et ça, c'était plus compliqué. J'espère que si le Covid s'arrête, on n'aura plus ces charges-là. Autre question sur ce rapport d'orientation budgétaire? Alors, je vous rappelle que c'est un débat, ce n'est pas un vote, donc je vous propose de clore ce premier conseil municipal. Très bien. Écoutez, le premier conseil municipal est clos à 20h30. Et nous allons donc ouvrir le deuxième. Donc je vais par repointer, je vais vous faire passer la liste d'émargement. Monsieur De Serres est arrivé entre-temps, donc ça fait une personne de plus. Et donc je vous passe la liste d'émargement. Voilà. Je cherche un producteur partout, je ne pas. Ok. Alors, la première chose pour ce deuxième conseil municipal que nous ouvrons, nous allons donc voter déjà l'ordre du jour. En premier lieu, nous n'allons pas voter le compte-rendu du dernier conseil municipal. Nous le voterons au prochain conseil. Nous avons eu quelques petits soucis en lien encore avec le Covid, malgré ce qu'on peut dire, il y en a encore. Nous avons eu des agents atteints par le Covid et nous étions en sous-effectif. Donc, le compte-rendu du conseil municipal vous sera présenté au prochain conseil municipal, le PV. Pour donc, ce conseil municipal, voici l'ordre du jour. Donc, on va commencer par les affaires générales. Un point sur le soutien contre le parc éolien en Vallée du Loir. En affaires financières, nous avons la subvention 2022 à l'OGEC, École Sainte-Anne. En état civil, la mutualisation des charges. En ressources humaines, donc on a création d'emplois non permanents, création de 2 emplois permanents pour l'espace Ronsard et le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Nous avons l'acquisition du site Excandia. L'acquisition parcelle cadastrée, donc AD 125, la cession du local cadastré AD 609 Place Neuve, la numérotation de différentes parcelles, et puis nous avons des informations diverses. Nous allons rajouter à cette ODJ la motion que je vais vous présenter maintenant,
Nous allons rajouter aussi des demandes de financement et de subventions pour un PADEL, pour des études de sol sur le site Candia et pour l'aménagement urbain des petites cités de caractère. Ces demandes de subventions, nous les avions prévues au prochain conseil municipal, mais nous avons eu un courrier de nos partenaires qui ont avancé la date, donc on est obligé de les passer ce soir. Et puis, oui, à cause des présidentielles, évidemment, de la période élective. Et l'autorisation de dépôt d'un permis d'aménager rue des Cerisiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des voix contre cet ordre du jour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va commencer par la motion. Je vous propose une motion, je vais vous la lire et j'ouvre le débat si vous souhaitez la modifier ou pas. Cette motion, une fois qu'elle sera validée par le conseil municipal, sera envoyée directement au président de la République. Je trouve que c'est important, donc je vais vous la lire. Projet de motion du conseil municipal de la commune nouvelle du Lude pour la paix en Europe et l'arrêt des combats en Ukraine. Considérant l'offensive militaire russe depuis le 24 février 2022 contre l'Ukraine, pays souverain placé aux portes de l'Europe. Considérant le nombre de morts, de blessés et de civils déplacés ou en situation d'urgence absolue, sans eau, électricité ou de soins. Considérant l'ampleur des destructions causées depuis cette date et le déplacement des populations civiles ukrainiennes de plus en plus nombreux, le conseil municipal de la commune nouvelle du Lude exprime son engagement total et sans faille en faveur de la paix et de toutes les initiatives qui peuvent y concourir, dénonce les agissements de M. Poutine, président de la Russie, et de ses armées russes et biélorusses sur le territoire ukrainien, bafouant la liberté et la souveraineté d'un pays. Demande en conséquence l'arrêt des combats, le retrait immédiat des troupes russes des territoires ukrainiens occupés, le retour de la paix en Europe. S'associe aux actions humanitaires menées par plusieurs associations et s'implique dans l'accueil des réfugiés sur sa commune avec le soutien de sa population. Manifeste sa solidarité concrète aux familles ukrainiennes en organisant des collectes de dons et la mise à disposition de 43 hébergements d'urgence. Avez-vous des points à modifier, des mots ou des réactions par rapport à cette motion? Juste rajouter les couloirs humanitaires, parce que c'est scandaleux. Qui veut faire des couloirs humanitaires pour envoyer les gens vers la Russie, quoi. Ça veut dire des prisonniers, ça veut dire des femmes à la merci des soldats russes, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je ne l'ai pas précisé parce qu'en fait, il est pour les initiatives qui peuvent y concourir en effet. Voilà. Je vous propose de passer aux voix cette motion. Vous êtes tous libres. Alors, attends, il faut que tu prennes le micro parce que sinon la vidéo ne pourra pas t'enregistrer, Jackie. Juste avant de passer le micro, une remarque. J'ai entendu des Ludois râler en disant comment ça, je trouve 43 logements qui n'a pas d'habitude. Il faudrait expliquer ce que c'est parce que je crois que les gens n'ont pas compris. Donc les 43 hébergements d'urgence, ce sont les mobil-homes de notre camping, c'est tout, qu'on ouvre avant la saison, si nous avons des accueils d'Ukrainiens en urgence, l'objectif étant de les loger en urgence une semaine et ensuite de trouver des hébergements chez les personnes. Donc les 43 places d'hébergement, ce sont nos mobil-homes. Et en plus, il y a des familles qui se sont inscrites à l'accueil. Bien sûr. Alors par contre, les familles qui se sont inscrites à l'accueil, c'est pour de l'accueil plus pérenne. Nous, c'est vraiment 43 places d'urgence en mobil-home. Alors vous savez, c'est loin d'être un hébergement. Il fallait l'expliquer, quoi. Oui, je voulais juste signaler qu'il y avait la Tchétchénie qui a apporté aussi son soutien à la Russie. Oui, tout à fait. Bien, je vous propose de passer aux voix cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va passer pour le premier point, le soutien contre le parc éolien en Vallée du Loir. Je vais vous donner lecture, si je le retrouve. Je vais vous donner lecture du courrier de l'Association Défense de la Nature, des Paysages et du Patrimoine de la Vallée du Loir concernant son inquiétude quant à l'implantation de 4 éoliennes sur les communes de La Chapelle-aux-Choux, Saint-Germain-d'Arcé et Villiers-au-Boin. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres de conseils municipaux, depuis 2019, la société Total Énergie poursuit le parc éolien en Vallée du Loir lancé dès 2017 par la société Vendoc, rachetée par Total. Aujourd'hui, ce projet arrive à maturité dans une relative discrétion
et sous réserve d'aval, la préfecture pourrait lancer la phase de consultation publique dans les prochains mois si elle retient cette option. Déployé sur les communes de La Chapelle-aux-Choux, Saint-Germain-d'Arcé et Villiers-au-Boin, le parc regrouperait 4 éoliennes d'une hauteur de 200 mètres, en bout de pale contre 160 mètres dans le projet initial. L'association DNPPL, donc Défense de la nature, des paysages et du patrimoine de la vallée du Loir, considère que cette implantation représente une dégradation importante des paysages de la vallée, de sa faune et de sa flore et de ses zones protégées. Elle constitue une atteinte polluante à la qualité de vie du territoire et à son attrait touristique. Avec une telle hauteur, située sur le rebord du plateau sud de la vallée, ces éoliennes seront visibles de la plupart de vos communes et en particulier des sites touristiques, gîtes des bords du Loir, sites archéologiques de Chéré, château du Lude, jumenterie de Malidor, la ville de Vasse, etc. Dans ces conditions, il nous semble important de mobiliser les énergies contre une implantation qui, après celle de la Verna, risque d'ouvrir la porte à d'autres projets. D'autant plus que dans le cadre du PCAET, c'est le plan climat, le Pays Vallée du Loir a clairement donné la priorité au photovoltaïque et aux économies d'énergie, prenant ainsi une part réaliste mais plus discrète à la transition énergétique. Courageusement, le conseil municipal de La Flèche vient de montrer l'exemple de l'attitude à tenir en manifestant son opposition à une implantation comparable, et la présidente de région vient d'adresser une lettre au préfet de la Sarthe allant dans le même sens, visant à garantir la protection de la vallée du Loir. Élus dans vos communes respectives, il vous revient de prendre conscience de la nature des enjeux et de manifester votre opposition à un projet qui prend à rebours tous les engagements de nos communautés depuis plusieurs années, l'attractivité, tourisme tout spécialement. Il s'agit de la préservation de notre environnement de vie et de l'avenir de nos enfants. Le vote d'une délibération en ce sens au sein de vos conseils municipaux s'impose donc comme une évidence, bien au-delà des maigres retombées financières que fait miroiter le porteur de projet. Confiant dans votre sens des responsabilités et de l'intérêt général, nous comptons sur vous pour manifester votre opposition à l'égard de ce projet délétère. Nous avons donc aussi le courrier de la présidente de région qui met « Monsieur le préfet, je tenais par la présente à vous alerter sur le projet d'installation d'éoliennes sur les communes de Saint-Germain-d'Arcé et La Chapelle-aux-Choux, pour lequel je vais vous faire part de mon opposition. Ce projet suscite à juste titre l'inquiétude de la population du canton, particulièrement attachée aux paysages naturels et culturels exceptionnels de ce territoire. En effet, ce projet sera implanté à proximité du château du Lude, monument historique le plus visité dans le département de la Sarthe après la cathédrale du Mans, et occasionnerait un dommage irréparable de la perspective naturelle et historique. L'hostilité très vive de la population locale et des élus du territoire quant à l'implantation de ce projet me conduit naturellement à m'y opposer fermement afin de protéger la biodiversité et le patrimoine bâti. Dans ces conditions, je vous serai très reconnaissant de ne pas accorder le permis de construire et de préserver la beauté du site. Donc, suite à ces deux courriers, je sollicite votre avis, bien évidemment, pour faire part aussi au préfet de notre opposition à l'installation de ces éoliennes et l'opposition de notre conseil municipal. Avez-vous des interventions par rapport à ce point? Oui, monsieur Frison. J'ai des commentaires à faire avant le vote. Machine de recevoir un nouvel échéancier pour l'électricité du marché du film qui passe au mois d'avril de 184 € à 230 € mensuels, soit 25% d'augmentation. 25% d'augmentation. L'invasion d'Ukraine et les sanctions posées risquent d'amener Poutine à réduire l'exportation de gaz et à faire grimper les prix avec de lourdes répercussions. J'attends avec inquiétude un nouvel échéancier pour ma maison rue des Bichoussières, chauffée au gaz de vie. Va-t-on continuer à le conseiller? Pour information, je viens de passer une semaine chez ma soeur, commune des Sauvages, à Lyon, avec 50 km de Lyon. La maison est à la limite de la zone admissible, à 600 mètres. 3 éoliennes, il n'y a rien, sinon selon les vents, un léger affaiblissement extérieur. Vous pouvez vérifier sur Google, le lieu s'appelle Eliou, c'est un gîte pour enfants, qui est gîte nature. On est en pleine diversité, on est en plein dans la forêt. Vous ne voulez pas des éoliennes, notamment pour des raisons patrimoniales à cause du château. Peut-être que vous auriez certainement voté contre la pyramide du Louvre. Il ne s'agit plus d'un château du Val-de-Loire, mais d'un palais royal, de l'image de Paris ou de l'image de la France. Vous auriez refusé la Tour Eiffel et Beaubourg avec ses tuyauteries Charles-Marais. Alors, quelle énergie envisagez-vous pour l'avenir? L'EPR, commencé en 2006, et dont le coût prévisionnel est passé de 3,3 milliards à 19 milliards estimés à ce jour. Une centrale classique, avec les risques liés. D'ailleurs, si un accident type Fukushima arrivait à Chinon au cours de mai, quel pays accepterait notre immigration? Serions-nous des bons immigrés quand on voit les différences faites entre Syriens, Afghans et Ukrainiens? L'indépendance énergétique, alors que l'on promeut la voiture électrique avec une explosion de la consommation électrique à venir, nous oblige à augmenter nos capacités propres avec des moyens propres. Évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi.
mais il faut réfléchir au bien commun. Personne ne veut l'autoroute à côté de chez soi, on l'utilise. Personne ne veut d'une déchetterie, nous produisons tous des déchets. Personne ne veut d'une usine, d'une prison, d'une voie TGV, d'un aéroport ou d'une ligne haute tension près de chez lui. Mais où installer tous ces équipements nécessaires? En conséquence, je soutiens ce projet et souhaite un vote à bulletin secret pour éviter le jeu de loi militaire. Alors, pas de problème sur le vote à bulletin secret. Si je peux me permettre de répondre à ce que vous dites, aujourd'hui, le Pays Vallée du Loir a embauché un jeune en VTA, en volontaire territorial d'administration, pour créer un schéma territorial des énergies renouvelables. Pourquoi nous avons souhaité faire ce schéma? C'est pour vulgariser auprès de la population, en fait, l'état de notre vallée du Loir sur l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, dans le cadre du PCET, donc le plan climat, nous avons défini déjà toutes les énergies renouvelables qui existent sur la vallée du Loir. Aujourd'hui, les éoliennes tiennent une place importante sur la vallée du Loir, et je ne parle pas forcément sur le canton du Lude, je vous parle de la vallée du Loir. Les éoliennes tiennent une place déjà importante. Il y en a beaucoup sur le secteur de Montval, il y en a d'autres aussi sur le secteur de la Flèche. Nous avons aussi des fermes photovoltaïques de façon importante sur le territoire. Aujourd'hui, dans le bilan en fait, des énergies renouvelables sur le territoire de la vallée du Loir, ce qui nous manque énormément, c'est les stations en fait, hydroélectriques qui pourraient être utilisées et développées parce que nous avons le Loir qui passe sur notre vallée. Mais concrètement, aujourd'hui, les éoliennes n'apportent pas plus de développement durable sur le territoire parce que nous en avons déjà en termes de nombre de façon importante. Aujourd'hui, les entreprises d'éoliennes ont fait une estimation sur la vallée du Loir de 36 éoliennes. L'installation de 36 éoliennes. Quand on fait le calcul des 36 éoliennes et l'énergie en fait qui est parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais la plupart du temps les éoliennes ne tournent pas, elles tournent quand même relativement peu sur notre territoire, même si nous avons des courants de vent, mais des courants de vent qui ne sont pas assez forts. Et donc ces 36 éoliennes aujourd'hui exploseraient le taux d'énergie renouvelable tout en empêchant tout autre projet hydroélectrique ou de réseau de chaleur, etc. avec le bois. Je rappelle que nous avons quand même une forte histoire sur le Pays Vallée du Loir avec la forêt de Bercé. Il faut qu'on développe aussi ces énergies-là. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que les éoliennes empêchent les autres énergies de se développer. Ça, c'est le premier point. J'ai jamais dit que j'étais contre les énergies renouvelables. Au contraire, en tant que présidente du pays, je travaille sur un schéma des énergies renouvelables. Donc, je suis pour développer les énergies vertes et les énergies propres, mais à des conditions qui sont correctes. Aujourd'hui, ces éoliennes sont positionnées, on rase une partie de la forêt pour pouvoir les installer. Ensuite, elles ont 200 mètres de hauteur sur une vallée aujourd'hui donc les éoliennes seront visibles de partout, et pas seulement du château du Lude, mais aussi de Vasse et de tout l'entourage. Et ensuite, je rappelle quand même que nous avons tous voté, les élus, une charte paysagère en vallée du Loir, et ces éoliennes ne respectent pas les règles de cette charte paysagère. Donc à un moment donné, soit on vote des plans de charte paysagère, de protection naturelle, de protection de nos bâtis, on les vote et on les respecte, soit tout simplement pour des idées, soit financières, puisque les éoliennes ramènent de l'argent aux propriétaires du terrain, soit parce qu'on a une idée de l'écologie qui n'est pas une idée globale, mais une idée juste de 4 éoliennes, et on ne respecte pas notre charte paysagère. Ça me pose vraiment un vrai souci. Donc ces éoliennes, moi je vous rappelle que je suis bretonne d'origine, des éoliennes, il y en a plein en Bretagne. Je ne suis pas contre les éoliennes. Je suis contre l'emplacement de ces éoliennes. Donc aujourd'hui, si je demande un vote contre ces éoliennes, c'est l'emplacement qui ne me correspond pas et qui bloque, en effet, qui ne respecte pas la charte paysagère que nous avons tous votée et qui surtout va avoir un impact sur nos paysages, y compris du château, je le dis, en effet, mais pas que du château. De la Jumenterie, de la ville du Lude, toutes les maisons qui sont en étage, vous les verrez, 200 mètres de hauteur, je ne sais pas si vous voyez, c'est très important, c'est plus haut que celles qui existent aujourd'hui à Montval, qui sont déjà drôlement hautes. Donc il faut quand même être clair là-dessus, et en plus le projet au départ était de 160 mètres, aujourd'hui il passe à 200. Il gagne 40 mètres de haut, c'est énorme. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, voilà pourquoi je voterai contre ce projet. Maintenant, on peut tout à fait voter, il n'y a pas de souci, je propose, nous avons les petits papiers, etc., qui sont prêts, il faut les distribuer, s'il vous plaît,
pour qu'on puisse voter. Donc le vote que je vous propose, c'est oui ou non. Si vous votez oui, vous êtes pour l'implantation de ces 4 éoliennes. Si vous votez non, vous êtes contre l'implantation de ces 4 éoliennes. Et je tiens bien à préciser que quand on vote non, on n'est pas contre les éoliennes. On est contre ces 4 éoliennes à cet endroit précis. Je peux vous poser une question? Bien sûr. J'ai pas compris, vous dites s'il y a des éoliennes, ça diminuera, ça empêche d'autres énergies renouvelables? Oui, parce qu'en fait, dans le cadre du PCAET, si vous voulez, on a un objectif à tenir jusqu'en 2036 pour augmenter nos énergies de développement, enfin les énergies propres, d'accord? Et donc on a un pourcentage à développer en photovoltaïque, en éolienne, en hydroélectrique, en réseau de chaleur, bois, etc. Et donc, si on augmente la part des éoliennes, on baisse obligatoirement la part des autres, ce que je ne souhaite pas, moi. J'aimerais qu'on développe l'hydroélectrique fortement, parce qu'on a un Loir aujourd'hui qui n'est pas navigable et qui peut servir à l'hydroélectrique. Ben, il y a des projets qui commencent à sortir, mais si on valide d'autres énergies, on ne pourra pas développer celle-ci. Et j'aimerais que l'argent aille sur l'hydroélectrique, moi, plus que sur les éoliennes. Voilà. Après, c'est un choix. Oui. Est-ce que nous, en votant pour Monsieur Lemoine, est-ce que sur les 4 éoliennes, l'Indre-et-Loire, le préfet d'Indre-et-Loire est intervient? Parce que c'est Villiers-au-Bois, tout à fait, pour l'instant, ils ont voté contre. Villiers-au-Bois a voté contre et le préfet aujourd'hui est contre aussi. D'accord. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Alors, si vous notez oui sur votre papier, ça veut dire que vous êtes pour l'installation de ces 4 éoliennes. Si vous votez non, vous êtes contre l'installation de cette éolienne. Oui, moi je suis contre les éoliennes. Alors, nous avons le Loir, beaucoup de fleuves dans la Sarthe, pour une centrale hydroélectrique, et un peu de frein, si ça existe dans l'Est de la France, même auprès des centrales directement atomiques. C'est dommage qu'on ne veut pas faire l'exploitation. Je suis d'accord avec toi, Gérard. J'ai pas de papier, moi aussi. Je disais juste qu'il n'y a pas de porteur de projet. Ça vient. On va vous en parler plus tard, quand ce sera acté, mais ça vient. Si vous avez des pouvoirs, il faut mettre 2 papiers. Attendez, il faut un micro à monsieur Nicolai, s'il vous plaît, Jonathan. Attendez, monsieur Nicolai. Je voudrais quand même rajouter pour monsieur le président de la politique que la groupe Total Énergie qui installe les éoliennes est en Russie et ne veut pas quitter la Russie. Le groupe Total Énergie qui installe les éoliennes est en Russie et ne veut pas quitter la Russie. Je vous dis que le groupe Total Énergie est en Russie, ils ne veulent pas quitter la Russie, ils ne veulent pas fermer l'entreprise, ils veulent aider M. Poutine. Merci, monsieur le président. J'aurais besoin de la plus jeune et la plus ancienne, ou du plus ancien, s'il vous plaît. Il manque un papier, Anaïs, ici. Il y a un vote ici. Madame Levert, normalement, il doit y avoir combien de papiers? « 29, normalement.
Je vais... oui, Anaïs. Attends, je dois avoir un crayon quelque part. Là. Allez-y. Alors, vous me dites oui ou non et je note. Non. 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 Oui. Non. 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 Oui. Non. 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 Blanc. Non. Oui. Oui. Non. 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 Blanc. Non. Non. Oui. Oui. Si oui. Oui, si oui. Deux blancs. Oui. Et 21 non, normalement. Ça devrait être bon. Avec 21 voix donc de non, nous votons donc contre l'installation de ces éoliennes en Vallée du Loir. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté le vote avec un souplesse. Moi, il faut attirer les élus, je pense, pour demander. Non, mais si, c'est bien d'avoir accepté, parce que voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Pas de problème, Monsieur Frison. Ça fait partie aussi de la possibilité. Et au contraire, ça permet à chacun de pouvoir voter comme il le souhaite. Voilà. Sur le point suivant, donc on vous a mis un ODG supplémentaire, c'est un point supplémentaire, donc c'est la demande de financement du paddle. Dans le cadre du plan national 5000 terrains de sport d'ici 2024, la commune souhaite mettre en œuvre 2 terrains ouverts au public de paddle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le paddle, est-ce que Laurence, tu peux expliquer ce que c'est un paddle? Un petit micro, s'il vous plaît. Nous avions perdu le porteur de micro. Alors un terrain paddle, c'est à peu près comme un terrain de tennis. Les règles sont un peu plus souples que le tennis. Les raquettes sont plus petites et pleines. C'est-à-dire que lorsque la balle sort du terrain, on a le droit de sortir du terrain, aller rattraper la balle et continuer le match de paddle. Alors normalement, le terrain est entouré, c'est là où normalement la balle ne peut pas sortir, parce que normalement le terrain est entouré de parois en verre trempé. C'est un mélange entre squash et tennis en fait. On joue aussi avec les parois. Voilà. Donc lorsque nous aurons créé ce paddle, l'ensemble du conseil municipal viendra essayer. On fera une manifestation dans le paddle. Voilà. Alors, le coût prévisionnel de ce... Pardon. Qui c'est qui voulait intervenir? Ah pardon, monsieur Forestier. Vous voulez pas jouer au paddle? Juste une question. Il y a déjà des pratiquants sur la commune ou pas? Alors, les joueurs de tennis, oui, ils veulent y participer. Si vous voulez, les terrains de paddle sont à la mode un petit peu en ce moment. Il y en a, ça doit être sur Arnage qu'il y en a déjà. Et ça fonctionne très très bien. Et maintenant, il va y avoir des compétitions de paddle. Et ça permet d'avoir un public un petit peu différent, de gens qui ne jouent pas forcément au tennis, avec toutes les règles très précises parfois du tennis, mais qui apprécient le squash. Mais le squash, c'est très dur. Le paddle est entre les deux, en fait. Il permet de pratiquer sans avoir des grands problèmes de ventilation cardiaque, comme peut amener le squash parfois. Alors, le coût prévisionnel de ce type d'opération est proposé au budget 2022. Il est de 150 000 € TTC, soit 125 000 € hors taxe. Et donc, le plan national pourrait nous permettre de financer ce projet entre 50 et 80%.
soit de 62 500 à 100 000 euros hors taxe de subvention, ce qui est quand même très intéressant pour ce genre de structure. Donc je vous propose donc de m'autoriser à déposer la demande de subvention et de solliciter toute entreprise de tiers investissement pour faciliter la variante semi-couverte, parce que soit on va faire un paddle couvert, soit pas couvert. Il y a 2 variantes en fait possibles. Voilà. Et ce sera travaillé avec la commission sport. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui, monsieur Renou, attendez, il faut prendre le micro. Il faut prendre le micro. Sinon, les gens sur la vidéo ne vous entendent pas et souvent, ils nous disent qu'ils ne vous entendent pas. Juste pour information, je suis allé visiter le paddle quand on avait été voir la barque à côté de Saint-Saturnin. J'étais avec Loïc et puis je sais plus qui avec moi. Il faut savoir, c'est un sport quand même bruyant. Voilà, c'est des raquettes en bois et ça tape dur. Quoi. Donc, vous parlez d'un complexe ouvert ou pas ouvert. S'il est ouvert, je pense que voilà, on pourra vérifier le bruit à côté. Très bien, mais c'est une discussion qu'il va y avoir en commission sport de toute manière. Alors ensuite, on a une demande de subvention auprès du département pour les études de sol du site Excandia. Vous savez que dans le cadre de la revitalisation et du programme Petite Ville de demain, on va accueillir prochainement la friche de Candia. Et dans ce cadre, on souhaite requalifier cette friche. Et pour ça, il faut qu'on fasse donc des études de sol pour savoir s'il y a pollution ou pas. Donc le montant de cette étude est de 38 868 € TTC, soit 32 390 hors taxes. Et on vous propose donc de pouvoir déposer une demande de subvention au département de la Sarthe pour un cofinancement et qui est à hauteur de 50%. Donc nous aurions une subvention de 16 195 sur cette étude. Voilà. Donc je vous propose de le voter. Est-ce que vous êtes contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une demande d'aide 2022 de la région des Pays de la Loire au titre des aménagements urbains. Vous savez que tous les ans, nous pouvons avoir des aides puisque nous sommes homologables petites cités de caractère et donc par conséquent, la région vient subventionner des projets qui peuvent se présenter dans les communes qui sont homologables ou homologuées. Là, on vous propose pour cette année de demander une subvention au titre des aménagements urbains pour la maison des projets que nous souhaitons installer en ville. Je rappelle que la maison de projet regroupera tous les projets que nous avons au conseil municipal pour la ville. L'idée principale étant de communiquer auprès des habitants de tous nos projets, de pouvoir répondre aux questions des habitants sur un lieu unique en centre-ville, d'avoir des images, de pouvoir expliquer ce que nous souhaitons faire et surtout de recueillir en fait les avis de la population. Je rappelle que pour le réaménagement de Candia, nous souhaitons le faire avec la population et pour ça, nous avons besoin de les entendre. Ce sera aussi le lieu qui permettra pour la population de déposer tous les objets du devoir de mémoire que nous souhaitons faire pour Candia, tous les souvenirs qu'ils ont de cette entreprise. Ils pourront aussi les déposer à cette maison de projet, ce qui nous permettra d'avoir un fonds pour pouvoir faire une exposition sur l'activité du site Candia. J'en profite juste, puisqu'on en parle, pour dire tout notre soutien aux agents qui travaillent à Candia, à Cambon, qui subissent en ce moment ce que nous avons subi, nous, en 2013. Et je leur souhaite bien évidemment de trouver un repreneur très vite ou une activité très vite et de ne pas avoir à gérer comme nous une friche industrielle. Je vous propose de passer aux voix donc cette demande d'aide de la région. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai failli vous faire voter une deuxième fois le paddle, mais non, on va tourner la page dans le bon sens. Alors, je vais passer le micro à Corinne. Alors, subvention 2022 à l'OGEC de l'école Sainte-Anne. Ah non, c'est l'urbanisme. On est encore dans les finances. Donc en février 2021, le conseil municipal avait validé donc la signature d'une nouvelle convention avec l'OGEC de Sainte-Anne, de l'école Sainte-Anne, prévoyant le versement d'un acompte de la subvention annuelle dès le mois de février. Sauf que cette année, au moment de verser l'acompte conformément à la convention, la trésorerie a rejeté le paiement et sollicite une délibération précisant le montant annuel de la subvention.
Une délibération devra donc être prise tous les ans afin de permettre le versement de l'acompte avant le vote du budget qui intervient en général fin mars, début avril. Donc, considérant le nombre d'élèves ludois à l'école Sainte-Anne-Notre-Dame à la rentrée de septembre 2021 arrêté à 56, vu la convention signée par l'OGEC en date du 23 février 2021, le montant de la subvention 2022 s'élève à 41 836,84 €, dont 30% seront versés en mars. Après délibération, le conseil municipal décide le versement d'une subvention de 41 836,84 € à l'OGEC de l'école Sainte-Anne-Notre-Dame pour l'année 2022 et autorise Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ensuite, mutualisation des charges d'état civil, participation au financement du service d'état civil du bailleul. Vu le coût réel des actes d'état civil du bailleul facturé comme suit, donc un coût d'acte de naissance en 2021 est à 60,90 € et le coût d'un acte de décès en 2021 est de 59,23 €. Vu l'état annuel fourni par la mairie du bailleul pour la commune du Lude, 5 actes de naissance et 14 actes de décès, soit un total de 1 133,72 €. Le conseil municipal, après vote, autorise Madame le maire ou son représentant à verser à la mairie du bailleul, au titre de la participation aux charges d'état civil induites par la présence d'un établissement hospitalier sur la commune du bailleul, la somme de 1 133,72 € pour l'année 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quelle efficacité, Corinne. Bon, alors, nous arrivons aux ressources humaines. Alors, d'abord, on va parler des créations d'emplois non permanents, des emplois non permanents que nous votons tous les ans. Je vous rappelle, puisque nous avons des services saisonniers, le camping, mais aussi la piscine, différentes activités. Et puis, nous avons aussi un renfort à avoir l'été sur les services techniques pour l'ensemble des travaux pour l'entretien de nos structures. Donc, on vous propose des emplois non permanents, 2 postes d'adjoint technique à temps complet, donc entre avril et août, un poste d'adjoint technique à temps complet entre mai et septembre, 2 postes d'éducateur à temps complet du 13 juin au 11 septembre, un poste d'adjoint technique à temps complet du 13 juin au 11 septembre, un poste d'adjoint technique à temps complet du 1er juillet au 31 août, un poste d'adjoint administratif à temps complet du 21 mars au 28 octobre 2022. L'imputation de toutes ces dépenses correspondantes seront sur les crédits prévus à cet effet. Il n'y a pas d'augmentation de budget par rapport aux autres années. Ce sont le même nombre de postes que nous avons besoin pour faire tourner nos structures. Avez-vous des questions? Et je rappelle quand même que sur ces postes de contractuels, nous allons donc lancer tous les recrutements. Et je passe un message, puisque nous sommes en vidéo, n'hésitez pas à répondre à ces recrutements, parce que nous avons de plus en plus de mal à trouver des personnes qui sont prêtes à travailler. Et pourtant, ce sont des postes intéressants, ce sont des postes certes saisonniers. On ouvre en plus la plupart du temps aux jeunes, qui ont 18 ans, parce que les mineurs c'est trop compliqué, nous n'arrivons pas à les avoir sur nos services, mais les plus de 18 ans sur les emplois saisonniers, n'hésitez pas à venir vers nous. On a de plus en plus de difficultés. On ouvre toujours un poste en juillet et un poste en août pour nos jeunes ludois. Sachez quand même que l'année dernière, nous avons eu un jeune et nous avons eu un moins jeune que nous avons dû recruter, puisque nous n'avions aucun CV de jeune pour le mois d'août. Donc, n'hésitez pas à écrire lorsque nous allons partager tous ces postes. Je vous propose de passer aux voix toute la création de ces postes de saisonniers. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous arrivons au point que nous avons abordé tout à l'heure, Monsieur Frison, la création de 2 postes permanents pour l'espace Ronsard. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois, bien évidemment, et je vous propose aujourd'hui de créer un poste de technicien de spectacle projectionniste à temps complet à partir du 1er juin 2022. Ce poste, je rappelle, nous l'avons déjà, mais c'est la personne qui est sur le poste finissant son contrat, nous avons besoin de recruter quelqu'un. Ensuite, la création d'un emploi de régisseur principal à temps complet à compter du 1er juin 2022 aussi. Alors, ces emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques et pourront être pourvus par des fonctionnaires titulaires.
On a mis le maximum de grades parce qu'encore une fois, vous savez bien, lorsqu'on ouvre un poste avec un seul grade et qu'on reçoit quelqu'un qui n'a pas le bon grade, ben on ne peut pas le recruter. Donc, on a ouvert au maximum. On a mis donc adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe. Mais ça peut être aussi un contractuel comme on avait actuellement, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on vous l'a indiqué parce qu'on doit, le conseil municipal doit valoriser aussi celui-ci. Donc voilà, son traitement sera calculé en fonction de l'échelon, bien évidemment. Les crédits seront inscrits aussi au budget de la collectivité. Je précise que le poste actuellement ouvert par délibération sera donc fermé, puisqu'on en ouvre un nouveau. D'accord ? Donc c'est pas, on ne crée pas de poste, hein, on crée un nouveau poste pour remplacer celui existant qui ferme. Et je précise aussi également qu'ils peuvent être pourvus aussi par des contrats parcours emploi compétences si les personnes sont présentes et qualifiées. On peut très bien aussi signer un contrat de parcours emploi compétences. C'est aussi ouvert à ces personnes-là. Par contre, on sera obligé de refaire une délibération si c'est le cas. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà. Et il y a une chose aussi qui est importante sur cette délibération, c'est de vous préciser quand même que nous avons, en termes de normes dans les salles de spectacle aujourd'hui, l'obligation d'avoir 2 agents au titre de sécurité lorsqu'il y a des changements de lumière et qui doivent monter en fait à l'étage sur enfin c'est pas des échafaudages, aidez-moi donc, ce sont des nacelles, merci Sonia. Quand ils montent sur les nacelles, etc., ils sont obligés d'être 2. Aujourd'hui, notre agent est tout seul. Donc souvent, on demande de l'aide comme on peut, soit des bénévoles, soit des élus, soit des agents s'ils sont disponibles. Mais si on veut vraiment avoir un espace Ronsard qui fonctionne bien avec du matériel qui est de plus en plus technique, on est obligé d'avoir une personne supplémentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 2 postes, le poste actuel plus un autre. L'idée étant de développer notre salle et de pouvoir faire le travail en toute sécurité et de façon plus simple. Avez-vous des questions ? Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous avons un point sur le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. C'est une obligation. Nous sommes adhérentes au contrat d'assurance groupe du centre de gestion. Et donc, ce contrat arrive à terme le 31 décembre 2022. Donc, il doit être remis en concurrence. Donc, le centre de gestion nous propose de faire cette concurrence et de nous trouver donc un assureur. Donc, je vous propose, c'est beaucoup plus simple pour nous, bien évidemment, puisque le centre de gestion le fait pour toutes les communes de l'ensemble de la Sarthe. Je vous propose donc cette mutualisation. Donc, je vous propose de saisir cette opportunité et que le centre de gestion peut souscrire un contrat donc pour notre compte. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et ensuite, le point suivant, donc j'ai entendu tout à l'heure, on arrive sur ce point des cerisiers. Et donc, c'est une régule, enfin, c'est ce qu'on appelle une régule. C'est ce qui est marqué à côté de mon nom. Enfin, bon. Donc, je vous demande l'autorisation de déposer. Alors, attention. En fait, nous avons déposé un permis d'aménager pour les bâtiments économiques, les 3 bâtiments économiques et tous les terrains qui sont derrière. Sauf que nous avons eu une difficulté sur ce permis et donc nous avons eu un refus administratif parce que le terrain fait plus d'1 hectare et donc nous sommes obligés de demander à un organisme régional de donner un avis, vous savez, au cas où il y aurait un papillon, un petit ver de terre, un truc comme ça qui pourrait nous embêter. Et donc, nous avons été obligés de redéposer un dossier et aujourd'hui, on me demande de le repasser en conseil municipal parce que sans votre accord, je ne peux pas redéposer le dossier. Enfin, je vous rappelle que les bâtiments économiques, on les a inaugurés. Mais bon, administrativement, je suis obligée de vous demander, est-ce que vous acceptez que je redépose le permis d'aménager des 7 lots rue des Cerisiers ? Si on vote contre, on démolit, c'est ça ? C'est ça. Ah oui, parce qu'on a tous les cartons. Non, bah oui. Je vous propose donc de le passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va pouvoir enfin redéposer ce permis. Et donc, nous aurons l'occasion derrière, avec l'accord, de pouvoir vendre les bâtiments, puisqu'on a quand même des porteurs de projets qui attendent et ce serait bien qu'on puisse enfin annoncer à la population quelles sont les entreprises qui arrivent sur ces bâtiments.
Ensuite, un point sur l'acquisition du site Excandia. Je vais porter le discours qu'a porté M. Boussard sur ce sujet. Suite à la vente d'une partie d'un terrain sur le site Candia, nous sommes obligés de refaire une délibération. Je vous dirais aussi qu'il y a eu quelques petits soucis de numérotation de parcelles qui fait que nous sommes obligés de revoter ce soir exactement le même vote que la dernière fois. La communauté de communes a bien voté le fait de nous donner pour 15 € symboliques l'ensemble de ces parcelles. Et donc, je vous propose de le revoter puisque là, maintenant, les numéros sont les bons. Voilà. C'est tout. Donc, vous m'autorisez à signer l'acte d'achat de cette parcelle une deuxième fois. Je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, nous avons l'acquisition d'une parcelle cadastrée AD 125 rue Dorée. Voilà. Je vous rappelle l'historique. Nous avons 3 magnifiques maisons qui sont juste en face de l'église, qui sont dans un état absolument magnifique. Nous avons réussi donc à être propriétaire d'une maison, celle qui est complètement à gauche, qui est recouverte de béton très cimenté sur la façade, pour une petite cité de caractère. Et puis ensuite, nous avons l'ancien magasin de chaussures, si vous en rappelez, qui est au milieu. Et puis ensuite, vous avez un ancien magasin qui aujourd'hui a des bâches avec des jouets. Ça vous dit quelque chose juste en face? Ça fait maintenant 4 ans que j'essaye d'acheter cette maison, qui est dans un état d'insalubrité plus. Le policier municipal est venu, a fait des photos à l'intérieur. Il y a un bâti à l'arrière qui s'effondre. Donc nous sommes à la limite de la mise en péril. Nous étions en discussion avec les propriétaires et enfin, ils ont accepté de vendre la maison pour une valeur de 23 000 €. Donc nous allons donc être propriétaires de ces 2 maisons. Il nous restera une maison au centre à négocier encore. Alors là, c'est plus une difficulté d'héritage que de non-volonté de vente. Et pour pouvoir avoir ces 3 maisons et ensuite pouvoir réfléchir, redonner une belle vue à la sortie de l'église et peut-être aménager le fameux parking qu'on souhaitait pour enlever les véhicules de devant l'église. Voilà. Donc on vous proposera bien évidemment le projet derrière. Je tiens à dire à la population, et j'en profite, parce que parfois j'entends les habitants, mais vous savez, même moi, parfois je hurle du temps que ça met à monter un projet. Mais la propriété privée est inaliénable, et donc si le propriétaire ne veut pas vendre, même à la commune, on n'y arrive pas. Donc là, enfin, nous avançons sur ce sujet, sur cet espace autour de l'église, qui commence petit à petit à aller mieux, puisque nous allons avoir la maison des projets, et nous sommes en train de rénover l'ancien salon de coiffure. En face, nous avons un nouveau propriétaire qui a acheté la maison, l'ancien cabinet d'esthétique, si vous vous y remettez, qui est en train d'aménager la boutique. Et là, normalement, nous devrions avoir une librairie de livres d'occasion qui devrait s'installer. Donc là aussi, visuellement, c'est quand même... il va y avoir des travaux et de la réflexion. Donc là, de chaque côté, ça va faire du bien. Et en face, enfin, on y arrive à faire quelque chose. Voilà. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, par contre, là, c'est une cession. Donc, je vous ai toujours dit que l'objectif quand même de la municipalité, c'est d'avoir un impact sur l'aménagement et la revitalisation du centre-bourg. Nous achetons des maisons, mais l'objectif, c'est aussi de revendre nos bâtis à des porteurs de projets, à des gens qui ont envie de s'installer et qui veulent développer. Et donc là, je vous propose la cession d'un local qui est cadastré AD 109 au prix de 45 000 €. Donc, c'est l'ancienne banque qui est positionnée juste à côté du pub, puisque je peux vous dire là que nous avons donc un investisseur qui est intéressé pour acheter le pub, pour acheter le bâtiment d'à côté, pour réaménager complètement un grand pub anglais. Donc pour l'instant, je vous donnerai des détails lorsque les actes seront signés, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me donniez l'autorisation de vendre ce bâti pour pouvoir permettre à l'investisseur de pouvoir faire les travaux et s'installer durablement au LUD. Et cette somme d'argent va nous servir à racheter l'autre au-dessus. Vous voyez, on va équilibrer nos budgets. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre cette cession? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, alors nous avons un listing de numérotation de parcelles. La numérotation des habitants constitue une mesure de police générale, je vous rappelais, de la mairie.
Donc ça permet aussi de faciliter le repérage. Et quand on divise une parcelle, par exemple, eh bien, nous sommes obligés, quand il y a des nouvelles parcelles, de les renuméroter. Voilà. Donc du coup, avenue de la Libération, nous allons donc créer le numéro 89 et 91, puisque c'est une seule parcelle qui a été divisée en deux. Je les passe toutes et puis on fait un vote global, ça ne vous gêne pas? Non? Ensuite, nous avons route de Dissé. Donc nous avons la même situation. On vous propose donc d'attribuer le numéro 32 qui se rapporte à la parcelle AI 91 route de Dissé. Voilà. Ensuite, nous avons la parcelle AV26, AV31, AV50 et AV49 route de Tours. Donc je vous propose d'attribuer le numéro 37, 39 et 41. Ensuite, à la Croix-Blanche, nous vous proposons aussi, c'est le nouveau lotissement, donc nous sommes obligés de mettre des nouveaux numéros à chaque parcelle que nous allons vendre pour le nouveau lotissement. Donc je vous propose d'attribuer le numéro 10, 12, 14, 16. Avez-vous des questions sur ces numérotations? Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les informations diverses, je n'ai pas eu de questions, Monsieur Frison, d'accord. Et sur les informations diverses, je voulais vous faire un petit bilan quand même de l'opération Bon Carburant, si ça vous intéresse. On en a beaucoup entendu parler dans la presse, à la télévision. La ville du Lude a été mise en valeur sur ce projet, et tant mieux pour nous, et tant mieux aussi pour les habitants qui ont pu en profiter. Quand on voit... Alors j'ai envie de dire, quand le Bon Carburant, nous l'avons mis à la mairie, l'essence était haute, mais je peux vous dire que c'est encore plus haut maintenant. Bon. Mais au moins, ça a aidé. Alors, on a distribué 454 bons, quand même, dont 33 personnes qui sont issues de notre commune déléguée de Dissé. Nous avons 76 foyers qui ont bénéficié d'un bon par personne, et nous avons 302 foyers qui ont bénéficié d'un seul bon. Vous avez des foyers où vous aviez le mari et la femme qui travaillaient, ils ont eu donc 2 bons. Puis vous avez des foyers où il y avait une seule personne à travailler, ou qui, en tout cas, relevait des bons. Nous avons distribué 212 bons à des femmes et 242 bons à des hommes. Presque parité. Et enfin, bien évidemment, le coût financier par la commune de ces bons est de 13 620 €. Je sais que pour la population, certains ont dit 30 €, c'est pas beaucoup, mais vous voyez, au total, pour la commune, c'est quand même presque 14 000 € d'aide pour les habitants. Je rappelle quand même que ces bons ont été distribués à des personnes qui se lèvent tôt, qui vont travailler et qui donc aussi participent au budget de la commune, de par les impôts qu'ils payent aussi dans leur commune. Donc ce n'est qu'un retour pour les aider en cette période un peu difficile et qui malheureusement ne risque pas de s'améliorer, je le crains. Sur ce, écoutez, je clôt ce conseil municipal et je vous souhaite une très très bonne soirée.